La jeune Maria, comme toutes les jeunes filles, n'aspire qu'à l'aventure, au grand amour, et rêve de vivre un conte de fées. Mais la réalité est souvent autre. Attirée en Suisse par un homme qui lui promet monts et merveilles, le retour à la réalité est terrible. Maria en vient à se prostituer, apprenant à bien séparer l'esprit de la chair et s'interdisant de tomber amoureuse. Mais le sexe, comme l'amour, reste pour elle une énigme. 11 minutes est le parcours initiatique d'une jeune prostituée brésilienne qui passe par la réconciliation de l'âme et du corps et s'achève par un retour aux valeurs romantiques qui leur sont liées. Le 29 mai 2002, quelques heures avant de mettre un point final à ce livre, je suis allée à Lourdes, en France, chercher un peu d'eau miraculeuse à la source. J'étais déjà sur l'esplanade de la cathédrale quand un monsieur âgé d'environ 70 ans s'est adressé à moi. « Savez-vous que vous ressemblez à Paulo Coelho ?» Je lui ai répondu que j'étais Paulo Coelho. L'homme m'a donné l'accolade et m'a présenté son épouse et sa petite fille. Il m'a dit combien mes livres comptaient dans sa vie et il a conclu « Ils me font rêver ». J'ai entendu cette phrase très souvent et elles me font toujours plaisir. À cet instant cependant, j'ai éprouvé une vive inquiétude et je savais que 11 minutes abordent un sujet délicat, dérangeant, choquant. J'ai marché jusqu'à la source afin d'y recueillir un petit peu d'eau miraculeuse. Puis j'ai demandé à l'homme où il habitait, dans le nord de la France, non loin de la frontière belge, et j'ai noté son nom. Ce livre vous est dédié, Maurice Graveline. J'ai un devoir envers vous, votre femme, votre petite fille, et envers moi-même. Parler de ce qui me préoccupe, et non de ce que tout le monde aimerait entendre. Certains livres nous font rêver, d'autres nous rappellent la réalité. Mais aucun ne peut échapper à ce qui est primordial pour un auteur, l'honnêteté avec laquelle il écrit. Survient une femme de la ville qui était pécheresse. Elle avait appris que Jésus était à table dans la maison du pharisien. Apportant un flacon de parfum en albâtre et se plaça derrière, tout en pleurs, aux pieds de Jésus. Elle se mit à baigner ses pieds de larmes. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux du parfum. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité s'est dit en lui-même, « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qu'il touche et ce qu'il est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Parle, maître, dit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce de leur dette à tous les 2. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit, « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la dette la plus grande. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, mais elle a baigné mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu ne m'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle a répandu un parfum sur mes pieds.
Si je te déclare que ses péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Et celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Parce que je suis la première et la dernière, je suis la vénérée et la méprisée. Je suis la prostituée et la sainte. Je suis l'épouse et la vierge. Je suis la mère et la fille. Je suis les bras de ma mère. Je suis la stérile et mes enfants sont innombrables. Je suis la bien mariée, la célibataire. Je suis celle qui donne le jour et celle qui n'a jamais procréé. Je suis la consolation des douleurs de l'enfantement. Je suis l'épouse et l'époux. Et c'est mon homme qui m'a créé. Je suis la mère de mon père. Je suis la sœur de mon mari. Et il est mon fils rejeté. Respectez-moi toujours, car je suis la scandaleuse et la magnifique. Il était une fois une prostituée qui s'appelait Maria. Un moment, il était une fois. Telle est la meilleure manière de débuter un conte pour enfants, tandis que prostituée est un terme d'adulte. Comment peut-on débuter une histoire sur cette apparente contradiction? Mais enfin, puisque à chaque instant de nos existences, nous avons un pied dans le conte de fées et l'autre dans l'abîme, conservons ce commencement. Il était une fois une prostituée qui s'appelait Maria. Comme toutes les prostituées, elle était née vierge et innocente. Et durant son adolescence, elle avait rêvé de rencontrer l'homme de sa vie, qui serait riche, beau et intelligent, de l'épouser en robe de mariée, d'avoir de lui 2 enfants, qui deviendraient célèbres, d'habiter une jolie maison avec vue sur la mer, son père représentant de commerce, sa mère couturière, dans sa ville du nord-est du Brésil. Il n'y avait qu'un cinéma, une boîte de nuit, une agence bancaire. C'est pourquoi Maria attendait le jour où son prince charmant apparaîtrait sans prévenir, envoûterait son cœur et où elle partirait conquérir le monde avec lui. Comme le prince charmant ne se montrait pas, il ne lui restait qu'à rêver. Elle tomba amoureuse pour la première fois à l'âge de 11 ans, tandis qu'elle se rendait à pied à l'école primaire. Le jour de la rentrée, elle découvrit qu'elle n'était pas seule sur le trajet. Non loin d'elle cheminait un gamin qui habitait dans le voisinage, fréquentait l'école aux mêmes heures. Il n'avait jamais échangé un mot, mais Maria remarqua que les moments de la journée qui lui plaisaient le plus étaient ceux qu'elle passait sur la route poussiéreuse, malgré la soif, la fatigue, le soleil au zénith. Le garçon qui marchait vite, tandis qu'elle faisait des efforts épuisants pour demeurer à sa hauteur. La scène se répéta plusieurs mois. Maria, qui détestait étudier et n'avait d'autre distraction que la télévision, se mit à désirer que le temps s'écoule rapidement. Elle attendait anxieusement de se rendre à l'école et, contrairement aux filles de son âge, trouvait très ennuyeuses les fins de semaine, comme les heures passent bien plus lentement pour un enfant que pour un adulte. Elle en souffrait, trouvait les jours interminables, car il ne lui offrait que 10 minutes à partager avec l'amour de sa vie et des milliers d'autres pour penser à lui, imaginer comme il serait bon qu'ils puissent se parler. Or, un matin, le gamin s'approcha d'elle et lui demanda de lui prêter un crayon. Maria ne répondit pas. Elle fit mine d'être irritée par cet abord intempestif et pressa le pas.
Elle était restée pétrifiée d'effroi en le voyant se diriger vers elle. Elle avait peur qu'il sût qu'elle l'aimait, l'attendait, rêvait de le prendre par la main, de dépasser la porte de l'école pour suivre la route jusqu'au bout, où, disait-on, se trouvait une grande ville, des personnages de romans, des artistes, des automobiles, de nombreuses salles de cinéma et toutes sortes de merveilles. Toute la journée, elle ne parvient pas à se concentrer en classe. Elle souffrait de son comportement absurde, tout en étant soulagée de savoir que le garçon lui aussi l'avait remarqué. Le carillon n'était qu'un prétexte pour engager la conversation. Quand il s'était approché, elle avait aperçu un stylo dans sa poche. Elle languit de le revoir. Cette nuit-là et les nuits qui suivirent, elle s'est mise à imaginer toutes les réponses qu'elle lui ferait, jusqu'à ce qu'elle eût trouvé la bonne manière de débuter une histoire qui ne finira jamais. Mais il ne lui adressa plus jamais la parole. Ils continuaient de se rendre ensemble à l'école. Maria marchait parfois quelques pas devant lui, tenant un crayon dans la main droite, parfois derrière, pour le contempler tendrement. Elle dut se contenter d'aimer et de souffrir en silence. Jusqu'à la fin de l'année scolaire, pendant les vacances, qui lui parurent interminables, elle s'éveilla un matin, les cuisses tachées de sang, et crut qu'elle allait mourir. Elle décida de laisser une lettre au garçon dans laquelle elle lui avouerait qu'il avait été le grand amour de sa vie, puis elle fit le projet de s'enfoncer dans le certois où elle serait dévorée par l'un des bêtes sauvages qui terrorisaient les paysans dans la région, le loup-garou ou le mule sans tête. Ainsi ses parents ne pleureraient pas sa mort, car les pauvres gardent espoir. En dépit des tragédies qui les accablent, ils penseraient qu'elle avait été enlevée par une famille fortunée et sans enfants, et qu'elle reviendrait un jour couverte de gloire et d'argent, tandis que l'actuel et éternel amour de sa vie ne parviendrait pas à l'oublier, et qu'il souffrirait chaque matin de ne plus lui adresser la parole. Elle ne put rédiger la lettre, car sa mère entra dans la chambre et vit les draps rouges, sourit et lui dit : « Te voilà une jeune fille maintenant, ma petite. » Maria voulut savoir quel rapport il existe entre le fait d'être une jeune fille et le sang qui s'écoulait entre ses jambes, mais sa mère fut incapable de lui expliquer. Elle affirmant seulement que c'est normal et que désormais elle devrait porter une serviette, pas plus grosse qu'un traversin de poupée 4 ou 5 jours par mois. Maria lui demanda si les hommes aussi se servaient d'un tuyau pour empêcher que le sang ne leur tache leurs pantalons. Et elle apprit que ça n'arrivait qu'aux femmes. Elle s'en plaignait à Dieu, mais finit par s'accoutumer à la menstruation. Cependant, il ne s'habituait pas à l'absence du garçon. Se rapprochait sans cesse, l'attitude stupide qui consistait à fuir ce qu'elle désirait le plus. La veille de la rentrée des classes, elle entra dans la seule église de la ville. Elle jura à Saint Antoine qu'elle prendrait l'initiative de parler au garçon. Le lendemain, elle s'arrangeant du mieux qu'elle put, mit une robe que sa mère avait confectionnée spécialement pour l'occasion et sortit en remerciant Dieu que les vacances fussent enfin terminées. Mais le garçon ne reparut pas. Ainsi passa une nouvelle semaine d'angoisse, avant que Maria n'apprît par des camarades qu'il avait quitté la ville. Il est parti loin,
lui dit quelqu'un. À cet instant, Maria découvrit que l'on peut perdre certaines choses à jamais. Elle apprit également qu'il existait un endroit appelé loin, que tout le monde était vaste et sa ville petite, et que les êtres les plus intéressants finissent toujours par partir. Elle aurait aimé s'en aller elle aussi, mais elle était encore très jeune. Néanmoins, en regardant les rues poussiéreuses, elle décida qu'un jour, elle marcherait sur les traces du garçon. Le 9 vendredi suivant, selon une coutume de sa religion, elle communia et pria à la Vierge Marie de la tirer de là un jour. Elle eut de la peine quelque temps, chercha vainement à retrouver la trace du gamin, mais personne ne savait où ses parents avaient déménagé. Alors Maria commença à trouver le monde trop vaste et l'amour dangereux. Elle pensa que la Vierge habitait des cieux trop lointains pour prêter oreille aux requêtes des enfants.